vraie vie. Le Trésor, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Une centaine de spectateurs dans un théâtre, une image qu'on n'a plus l'habitude de voir. Il s'agissait d'un premier test pour mesurer les risques de contamination au coronavirus. Les syndicats et les patrons ne sont pas tombés d'accord sur l'évolution des salaires et ce malgré de longues négociations. Le fédéral va donc reprendre la main. Joe Biden préside les États-Unis depuis 100 jours, l'occasion d'un discours au Congrès, bilan et perspectives dans un instant. Décollage réussi en Chine. Le pays va construire une station spatiale et un premier élément a été lancé hier soir. Et puis quelques coups de clairon en fin de journal. C'est le même rituel tous les soirs à 20h. Depuis plus d'un an, José rend hommage au personnel soignant. Bonjour à toutes et tous. Petit à petit, la culture reprend vie. Un premier test a donc eu lieu hier soir au théâtre du KVS à Bruxelles. 1/5 de la salle occupée et tout un protocole sanitaire mis en place. Il y avait un côté contraignant à l'exercice, c'est vrai, mais les spectateurs ont malgré tout apprécié. Reportage de Benjamin Domery, Jean-Christophe Cornil, Karima Saïdi et Sarah Hendricks. C'est le passage obligé avant la représentation. Les spectateurs inscrits pour ce premier test en public au KVS doivent tous passer par la case « Test rapide », un moment un peu désagréable auquel les volontaires se soumettent de bon cœur. Oui, volontiers, qu'on veut participer à ce type de testing pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite au théâtre et les autres événements culturels. Ceux dont le test est négatif reçoivent le précieux sésame pour accéder à la salle. Aucun public n'avait plus franchi ses portes depuis 6 mois. Nous sommes très heureux. Oui. Ouais. On est un peu sur notre 31. Oui. En fait, ça fait beaucoup de bien parce que je me rends compte moi-même que ça faisait longtemps que je n'étais pas dans ce coin de la ville. Dans la salle, les 100 spectateurs s'installent avec masque et respect de la distanciation. 7 capteurs permettent de vérifier en temps réel la qualité de l'air. Pour le KVS, c'est le critère déterminant pour évaluer les risques de propagation du virus. Nous, on va en fait démontrer avec ces mesures en temps réel que les calculs théoriques sont corrects, qu'on peut leur faire confiance et donc que les gens peuvent avoir confiance de rester en salle avec un très faible risque de contamination. Pendant 1 heure, les spectateurs renouent avec le plaisir du spectacle vivant. Pour les comédiens, comme pour le public, l'émotion est au rendez-vous avec ce sentiment d'être enfin à nouveau réunis. Ça fait très longtemps et voilà, j'étais très contente. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est cool d'être là et j'ai l'impression que c'est super bien organisé avec tous les self-tests pour tout le monde. Donc, ouais, c'est plus safe que le supermarché, je pense. Voilà. D'autres représentations sont prévues avec petit à petit de plus en plus de public. Les autorités n'ont pas encore donné leur accord, mais le KVS veut réaliser des tests dans une salle pleine pour permettre à tout le secteur de revivre en toute sécurité. Oui, nous avons tous cette envie de reprendre des activités de 7 à 77 ans. Prenons d'ailleurs l'exemple des clubs du 3e âge. Les membres ne peuvent toujours pas se rassembler et la plupart sont pourtant vaccinés. Rencontre à Namur, signé Guillaume Latour, Daniel Van Stippen et Benjamin Carlier. Cela fait des mois qu'ils ne se sont plus vus. D'habitude, les 50 membres de ce club de pensionnés namurois se réunissent dans cette salle de banquet 2 fois par mois pour des conférences ou des rencontres. Mais depuis plus d'1 an, ils ne se sont plus jamais vus tous ensemble. Beaucoup d'entre eux, comme Pierre Samin, vivent seuls et ont très fort limité leurs contacts sociaux ces derniers mois. Souvent, c'est la seule façon, la seule opportunité que ces personnes ont encore de se retrouver, de parler, d'avoir de la convivialité, des moments de sympathie, des moments de joie à partager. La moyenne d'âge des membres du club frise les 80 ans. Tous ont donc au moins reçu leur première dose de vaccin. Ils espèrent que ça leur permettra un peu de revivre. Je sais qu'on ne peut pas faire des exceptions pour tout le monde, mais j'ai l'impression que dès l'instant où l'ensemble des membres sont vaccinés, on devrait pouvoir espérer se retrouver et réaliser les buts du club qui sont justement d'avoir des contacts entre nous.
Ils ne comptent pas organiser une lockdown partie secrète pour enfin se revoir tous. Ils doivent donc attendre sagement que le gouvernement autorise enfin leur rencontre. On peut se réunir dans une maison de repos, on peut se réunir à l'église, on peut voir des milliers de personnes au parc à Woluwe et Saint-Pierre. Et ici, nous autres, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais quand je dis ce qu'on veut, c'est dans le respect des règles. Pouvoir sortir, voir ses amis, aller boire un verre en terrasse ou assister à des événements. Il n'y a pas que les jeunes qui espèrent un assouplissement rapide des règles pour pouvoir revivre. Parlons salaire dans ce journal et de ce fameux accord interprofessionnel. Le gouvernement va prendre la main car patrons et syndicats ne s'entendent pas sur l'évolution salariale pour 2021 et 2022. Explication avec Cédric Amier, Bastien Delbar et Rachel Crivellaro. Patrons et syndicats toujours incapables de s'entendre en cause des hausses salariales limitées à 0,4%. Sur Twitter, libéraux et socialistes appellent les uns et les autres à faire un effort. Les syndicats doivent présenter des attentes réalistes à leur base. Cher Egbert, nous devons être cohérents. Sans marge pour une prime corona sérieuse et en l'absence de discussion sur le salaire minimum, il n'y aura pas non plus de marge pour les dividendes et les salaires des patrons. L'évidence aussi pour le patron des socialistes flamands qui insiste. Ik krijg, Pieter Jan, aan de kassierster in Niepoort in de supermarkt aan Deborah niet uitgelegd dat daar winst gemaakt wordt, dat de aandeelhouders daar dividenden zouden uitgekeerd krijgen en dat er voor haar geen loonsopslag in zit. Dat is niet uit te leggen, dat is niet rechtvaardig. Dat krijg ik niet uitgelegd aan Deborah en al haar collega's. Mais du côté libéral, on insiste aussi, bloquer les salaires des patrons et les dividendes, c'est plutôt hors propos. Pour les dividendes, il n'y a aucune loi en la matière. Il y a des possibilités, effectivement, et manifestement, peut-être que les socialistes déposeront des propositions, mais il ne faut pas faire n'importe quoi pour le symbole. Mais les investisseurs et les entreprises doivent aussi avoir une responsabilité sociétale. Et je me suis entretenu avec la FEB, leur indiquant qu'il fallait être un peu respectueux aussi de la situation globale et que ce n'était pas l'époque des dividendes extraordinaires ou des bonus hors propos. Le 1er mai, date butoir pour parvenir à un accord, mais aussi jour de la fête du travail, de quoi échauffer un peu plus les esprits. Et il sera encore question d'économie ce soir avec l'invité de Jeudi en prime. Thomas Dermine, le secrétaire d'État, évoquera notamment le plan de relance de la Belgique à suivre après le JT de 19h30. Actualité judiciaire avec un fameux coup de filet de la police. Un trafic de stupéfiants et de voitures volées a pu être démantelé. Thomas Deschamps, vous êtes devant le palais de justice de Mons puisque l'enquête a commencé justement dans le Borinage. Oui, effectivement, Ophélie, l'enquête a démarré en fait avec des révélations sur un important trafic de stupéfiants dans la région du Borinage. Mais plutôt que de foncer et de démanteler un petit réseau local qui serait de toute façon rapidement remplacé, eh bien, les enquêteurs décident plutôt d'attendre et de remonter patiemment à la source. Résultat, eh bien, il aura tout de même fallu 2 ans d'enquête entre l'Espagne où la drogue était produite, la France où elle transitait et chez nous en Belgique où elle était vendue, eh bien, pour interpeller une vingtaine de personnes. 10 sont actuellement inculpés, plus 6 sous mandat d'arrêt en Belgique et encore 2 en France. Voilà un joli coup de filet, vous le disiez, qui en soi n'est pas si exceptionnel, mais qui illustre bien, la difficulté qu'ont souvent les enquêteurs à démanteler ce type de réseau international et qui, vous allez l'entendre, s'adapte très rapidement. Écoutez à ce propos François Farcy, il est le premier commissaire divisionnaire de la police judiciaire fédérale de Mons. Dans un premier temps, ça se passait par le mode opératoire des Go Fast, assez connu. Donc remontée rapide de véhicules chargés de drogue avec généralement un véhicule en ouverture pour dégager le chemin ou voir s'il y a des contrôles. Jusqu'à un moment donné où notamment on a eu une interception d'une grosse quantité de cannabis du côté de Bayonne janvier l'année dernière. Puis l'organisation a modifié son mode opératoire et passait par une remontée de drogue via des camions dans lesquels la drogue était cachée à raison de 1 à 2 fois par mois.
Voilà pour les précisions sur le démantèlement de ce trafic. Merci Thomas Deschamps. Signalons aussi les inculpations de François Fornieri et Samuel Di Giovanni. Les 2 hommes d'affaires liégeois sont suspectés de délit d'initié, mais ils sont libres sous condition. Luciano Donofrio n'a quant à lui pas été inculpé et je vous le rappelle, le dossier concerne des transferts d'argent douteux liés à l'entreprise Mitra. Une opération exceptionnelle à présent, une cargaison gigantesque de bobines d'acier est arrivée au port de Liège. Marc Mélon, vous êtes sur place. Alors au-delà de l'image impressionnante, c'est vrai, c'est surtout un arrivage historique. Oui, bonjour Ophélie, nous sommes ici en bordure de Meuse où il y a beaucoup de vent. En fait, c'est historique effectivement parce que nous n'avions plus vu cela depuis 2011, moment de la fermeture des hauts fourneaux à Liège. Alors Olivier Stevens, vous coordonnez ici les opérations. Après avoir organisé le transport, on décharge pour l'instant ces 1000 bobines, plus de 1000 bobines que l'on décharge pour 32 000 tonnes. Les opérations se dépassent normalement ? Les opérations se passent très bien puisque nous faisons pour l'instant le déchargement du dernier bateau. 7 bateaux en tout auront relié à Anvers à Liège pour cette opération qui est exceptionnelle dans le fait de ramener 32 000 tonnes dans un délai très court. Alors une barge qui mesure 190 mètres de long, c'est exceptionnel. Oui, tout à fait. Donc c'est un convoi, c'est presque le maximum qu'on peut faire à Liège puisque les écluses font 200 mètres, donc 190 mètres, on est presque au maximum. Il s'agit d'un bateau de 110 mètres qui pousse une barge de 80 mètres, ce qui fait un convoi de 190 mètres sur 12,50 mètres de large et il transporte 5700 tonnes. Alors on va voir de plus en plus souvent ce genre de manutention ici à Liège ? Vraisemblablement, puisqu'on n'avait plus beaucoup de très grands volumes comme celui-ci, et il est vraisemblable que nos clients achètent de plus en plus ces gros volumes de façon mondiale sur tous les continents pour les acheminer à Liège. Pour l'acheteur, l'usine va en fait traiter ces 32 000 tonnes en une semaine. Oui, c'est ça, c'est à peu près la capacité de traitement des usines de Liège, environ 150 000 tonnes par mois. Donc 32 000 tonnes, ça fait une grosse semaine de production. Voilà, que va devenir cet acier ? L'acier est transformé, il est laminé, il est galvanisé, il est transformé en fer blanc. Il sert pour l'automobile, il sert pour l'industrie, il sert pour l'électroménager, toutes les applications acier qui sont d'ailleurs en développement puisqu'il y a énormément de technologies nouvelles qui apparaissent pour l'instant. Voilà, merci beaucoup Olivier Stevens pour ces explications en direct ici en bord de Meuse. Voilà Ophélie, c'est à vous. Et merci à vous aussi Marc Mélon. Dans un instant, l'avenir du haut fourneau d'Ougrée en question. Faut-il le détruire ou pas? Il y a des voix divergentes. Du riz, du poisson, des légumes et quelques condiments. Voilà la recette du Pokéball. Ce plat venu d'Hawaï séduit de plus en plus. Et puis en basket, pas de 8e titre pour les Castorettes de Brenne. Forfait pour Covid. La fédération sacre Namur champion et Christophe Delstanche nous l'expliquera. La décision passe plutôt mal. Mais tout d'abord, un cap symbolique aux États-Unis. Joe Biden est en fonction depuis 100 jours. Le président s'est adressé au Congrès pour tirer bien sûr un premier bilan et aussi donner des perspectives d'avenir. Écoutons cela avec Thibaut Chuffard et Quentin Warlop. 100 jours, près de 3 mois au pouvoir et l'occasion d'un discours au Congrès pour Joe Biden. Avec 2 femmes derrière lui, la vice-présidente et la présidente démocrate de la Chambre. Une première dans l'histoire. Joe Biden décrit d'abord un pays en crise à son arrivée, puis dresse le tableau d'une Amérique qui a surmonté, dit-il, une crise sanitaire et économique. S'il a fait de la création de millions d'emplois sa priorité, il annonce un plan pour la classe moyenne, 2000 milliards de dollars qu'il entend financer par des hausses d'impôts, en partie supportées par les plus riches. It's time for corporate America and the wealthiest 1% of Americans to just begin to pay their fair share. Just their fair share. Un plan qui s'ajoute au plan d'infrastructure de plus de 2000 milliards de dollars pour sa part financée par l'impôt sur les sociétés. Sur le front diplomatique, Joe Biden a martelé sa fermeté vis-à-vis de Moscou et de Pékin. But I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board. Le président a longuement été applaudi par les démocrates. Les républicains, eux, sont restés silencieux. Certains se sont même assoupis, comme le sénateur Ted Cruz, qui a résumé sa vision du discours en 3 mots sur Twitter, ennuyeux mais radical. But our nation is starving for more than empty platitudes. But 3 months in, the actions of the president and his party are pulling us further and further apart.
Devant une assemblée clairsemée et masquée Covid oblige, le 46e président des États-Unis s'est encore présenté en rassembleur, appelant aussi le Sénat à adopter dès le mois de mai un vaste projet de réforme de la police. Oui, justement, aux États-Unis, toujours une histoire qui nous rappelle celle de George Floyd. Sur une vidéo diffusée par la police, on voit des agents plaquer un homme au sol pendant plus de 5 minutes. Il est finalement décédé. Mais d'après les forces de l'ordre, sa mort n'est pas liée à l'arrestation. Ils ont, dit-il, pratiqué un massage cardiaque. Une version réfutée par la famille. Une enquête indépendante sera menée. Et puis la Chine poursuit sa conquête de l'espace. Elle vient de lancer un premier module de sa future station spatiale et l'objectif est de pouvoir y accueillir des taïkonautes, c'est-à-dire des astronautes chinois. Voyons cela avec Paramita Huidar et Alice Debati. C'est un décollage réussi pour Harmonie Céleste hier depuis le centre de lancement de Wenchang. Ce module est le premier des 3 éléments de la future station spatiale chinoise. Son assemblage devrait s'étaler sur plus d'1 an avec le lancement dans l'espace d'une dizaine de missions supplémentaires. Ce n'est qu'après la vérification de certaines technologies clés du module de base dans l'espace que nous pourrons lancer le vaisseau spatial habité pour assurer la sécurité des astronautes. Comme ces derniers doivent sortir de la capsule, le vaisseau spatial cargo doit envoyer des fournitures à temps. Puis le vaisseau spatial habité peut être lancé. Ils sont tous connectés. Ce projet ambitieux devrait permettre à Pékin à terme d'avoir des astronautes en permanence dans l'espace. Une avancée majeure pour la Chine dans la conquête spatiale qui veut se positionner en leader dans les années à venir. La Chine, c'est clairement le 3e acteur spatial après les États-Unis et la Russie. Ils montrent qu'ils sont capables de faire quasi tout et en fait ils ont des ambitions extrêmement grandes. Puisque l'idée, c'est même d'aller installer une base sur la Lune, notamment avec les Russes. Il vient d'annoncer justement cela il y a une semaine. Et donc, leurs ambitions sont vraiment très claires. C'est de ne pas laisser les Américains seuls maîtriser l'espace et notamment les ressources de la Lune dans le futur. La station spatiale chinoise devrait évoluer en orbite autour de la Terre d'ici 2022. Sa durée de vie sera de 10 à 15 ans. Retour sur la terre ferme avec un vestige, héritage du passé sidérurgique liégeois. Je parle du haut fourneau d'Ougrée. Il est à l'arrêt depuis des années, mais une question fait débat aujourd'hui. Faut-il le conserver ou pas? Reportage d'Antoine Lepavec, Jérôme Emmanuel Deneville, François Roideau avec Marc Millon. Floris Évrard, 72 ans, est un riverain du haut fourneau d'Ougrée près de Seraing. Un endroit qu'il connaît bien car la sidérurgie lui a donné du travail depuis qu'il a terminé son service militaire à l'âge de 21 ans. Le haut fourneau, c'est son cadre de vie. Ce que j'aimerais qu'on en fasse, c'est le garder, du moins le haut fourneau, pas ce qui est aux à côté, par respect pour John Cochrane et surtout les milliers de travailleurs qui ont venu prester des heures là, qui ont fait leur carrière. Et alors je trouve que ce serait triste que tel vestige disparaisse. Ça devrait rester en mémoire pour tous les travailleurs. Dans le voisinage, certaines personnes ont des idées assez précises sur la future affectation du site. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on le transforme soit en musée de la sidérurgie, avec vraiment des photos sur le véhicule expérience des ouvriers qui ont travaillé dans ce bâtiment, ou alors un lieu convivial, culturel, de rencontre autour de ce témoignage du passé. Mittel, l'homme d'affaires indien, est toujours propriétaire du site. Des négociations sont en cours entre lui et la région wallonne. Que va-t-on faire du site? C'est la question centrale. Le ministre wallon Willy Borsu est en charge du dossier. Créer de l'emploi, créer de l'activité. On parle de plus de 300 hectares. On sait qu'on est en recherche de terrain. On est bien localisé, en bord des moyens de communication, de la voie d'eau, chemin de fer, accessibilité en transport. Et par ailleurs, l'aéroport n'est pas très très loin. Notons également qu'on a besoin de pouvoir trouver de l'espace pour éviter d'aller grignoter la terre agricole. On requalifie donc des terres et des espaces qui étaient antérieurement dédicacés à l'activité industrielle. Dans un livre, José Verdun retrace la résistance des syndicalistes pour maintenir une activité industrielle à Liège. L'homme connaît sur le bout des doigts les tenants et les aboutissants de la sidérurgie liégeoise. Pour lui, il est encore temps de rebondir.
On ne peut pas jeter tout aux orties comme ça. Non, il faut, au départ de l'énormité de la compétence qu'il y a sur Liège, se saisir de projets nouveaux. On est capable de rencontrer ces exigences-là et de lancer des projets nouveaux. Ces projets nouveaux, ils peuvent se faire au travers d'un groupe d'hommes, d'un groupe économique, industriel, financier. Mais je crois que dans un premier temps, il faut que la région wallonne s'emploie à les encourager. La reconversion va prendre du temps et sera onéreuse. Ceux et celles qui ont des idées doivent se faire connaître maintenant. Un appel à l'aide pour suivre. Un refuge animalier de la région de Dinan n'a plus assez de dons et nourrir toutes les bêtes coûte cher. Alors la SBL lance une opération de parrainage. Explication de nos confrères de Matélé, Claude Goffin et Isabelle Martia. On connaît bien le refuge sans famille de Sorine pour ses chiens et ses chats. On connaît un peu moins ces grands animaux qui ne sont pas proposés à l'adoption et qui vivront ici jusqu'à leur dernier souffle. Tous ces animaux qui sont arrivés par abandon, généralement, se sont retrouvés chez nous avec, justement, pour l'instant, quand même un quota qui est définitif, d'une vingtaine d'équidés, de 5 vaches, une vingtaine de chèvres et 15 cochons, plus une ribambelle de poules, de batteries qu'on sauve aussi régulièrement. Et ça en fait des bouches à nourrir. Et si le budget est calculé au plus juste, Jean-Pierre de Groot doit compter un budget de 15 000 € chaque année, rien que pour alimenter ses protégés. Mais voilà, les temps sont durs et malgré l'appui du travail des bénévoles et le soutien généreux des donateurs, les caisses se vident à vue d'œil. Avant que ce ne soit catastrophique, moi ce que je veux éviter, c'est de voir un jour me trouver devant un dilemme, les animaux de ferme ou les chiens et les chats. Alors ici, on a imaginé une opération de parrainage. Concrètement, pour 15 € par mois, chaque mois, on devient parrain d'une vache, d'un âne ou d'un cheval. On peut aussi parrainer les chèvres ou les moutons. Alors là, c'est 8 €. L'opération ici est là pour couvrir les frais de nourriture. Il faut savoir que, rien qu'en volume de paille, ça représente 6 tonnes par an. C'est énorme. Quand vous savez que le prix de la botte de paille est aussi entre 55 et 70 € dans de bonnes conditions, nous essayons de prendre les devants pour faire des commandes. Et donc, avec nos partenaires agriculteurs, en commandant dès à présent pour avoir des pailles pour le futur, on peut arriver à un prix qui avoisine les 40 €. Donc, on va faire vraiment des efforts. On est attentif à ce niveau-là. Ici, on essaie de faire vibrer la corde sensible des amoureux des animaux qui, s'ils ne peuvent pas s'occuper eux-mêmes d'un animal à protéger, peuvent le faire par procuration. Et toute l'actualité locale est à suivre, bien sûr, sur vivreici.be. D'autres animaux en danger. Les lamantins de Floride sont menacés par la pollution de l'homme. Les centres de revalidation font le maximum pour les sauver. Julie Rance et Esmeralda Labi. Un petit côté débonnaire, une grosse bouille sympathique. Les lamantins sont les plus doux mammifères marins qui existent. En Floride, ils sont chez eux. Malheureusement, ils sont très fragiles. 600 lamantins sont morts depuis le 1er janvier. C'est 5 fois plus que les années précédentes. En cause, les intoxications aux engrais utilisés par l'homme et les accidents de bateaux et autres jet skis. The biggest reason that we see animals come to our hospital is actually for boat strike injuries. They're very vulnerable to boats. They live in shallow water. About 10 feet or less is where they like to hang out. That's where their seagrasses live that they need to eat. So when a manatee is coming up for a breath, that's when they're usually vulnerable and get hit by a boat. Ses cousins éloignés des éléphants, 12 géants herbivores, sont recueillis dans ce centre. Ils atterrissent dans une piscine en soins intensifs, couverte de cicatrices. Issue with the manatees is very concerning for people who live in Florida because they really are a huge part of not only the ecosystem but how we identify ourselves as Floridians. And they're just truly the most gentle animal that lives in this ecosystem. So I know our food supply has been dwindling too, and there are a lot more people moving to Florida, so we're just having a lot more issues environmentally because there's such a large number of people that live here now. La population de lamantins est estimée à 7000 individus. Sous la présidence de Donald Trump, ils ont été déclassés d'espèces en danger. Ils sont devenus espèces menacées, ce qui a considérablement réduit la protection les entourant.
Il est temps de passer à table avec un plat tendance, le Pokéball, un bol dans lequel on met un peu de tout finalement, des produits frais et plutôt sains a priori. Alors d'où vient cette tradition? Pour le savoir, passons à la dégustation avec Anne Wouter, San Claessens et Benjamin Braun. C'est une autre façon de manger. Aujourd'hui, le poké est le nouveau sushi. Dans la rue, des enseignes à consonance exotique, des vitrines qui fleurent bon la plage, le soleil et la santé. Et dans le centre de Namur depuis quelques mois, Thierry est devenu Mister Poké. Alors là, c'est du riz que j'ai cuit et j'ai rajouté du vinaigre de riz, du wakame, les algues, et d'amame, ce sont les fèves de soja, de la mangue fraîche. Avec ça, on a un petit tartare de saumon, de l'avocat. Des aliments de qualité, esthétiques et appétissants. Un mélange coloré dans lequel ce restaurateur s'est lancé il y a 2 ans en misant tout sur ce produit original qui fait voyager le client. À la base, le poké est hawaïen. Donc c'est un pokai, veut dire morceau. Donc poisson, c'était du poisson éviscéré avec des algues, avec du sel marin et des noix. Et plus tard, dans les années 2000, ça a explosé en Amérique. Et ils ont rajouté du riz, donc c'est les Pokéballs. Le Pokéball, c'est un argument marketing. Une salade garnie à base de riz qui séduit le client en quête d'une saine alimentation. C'est consistant et puis il y a un petit peu de tout. Moi j'aime bien manger un petit peu de tout. Donc. C'est assez sympa parce que c'est varié, il y a un peu de tout. Et ça fait en tout cas l'impression de sain et bon. Alors pour en avoir le cœur net, nous avons consulté ce diététicien. Plutôt favorable, celui-ci met en garde sur certaines associations d'aliments potentiellement caloriques. Vous choisissez volontairement tout un avocat, une grande quantité de saumon, vous mettez une belle quantité de sauce type mayonnaise, et avec ça, une bonne portion de riz. À ce moment-là, vous allez avoir quelque chose d'excessivement calorique et qui sera certainement supérieur en calories que ce que vous pourriez manger avec un sandwich bien gras. Alors si vous aimez cette nouvelle tendance, a priori pas de problème. Veillez tout de même à ce qu'il se compose d'un tiers de riz, un tiers de fruits ou de légumes et un tiers de protéines. Place au sport avec un scénario tout à fait inédit en basket. Namur est champion de Belgique chez les dames. Elles n'ont pourtant pas joué, mais les adversaires de Braine-l'Alleud ont déclaré forfait pour cas de Covid. Alors Christophe Delstange, les Brennoises ont quand même du mal à accepter la décision prise par la fédération. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire avec Marjorie Carpréau, la capitaine qui s'est dit dégoûtée. Le coach Fred Dussard, lui, était triste pour ses joueuses, mais il a également dénoncé en fait cette décision qui est très loin de toute éthique sportive parce que sur papier, eh bien, cette année, le Castor a remporté 20 matchs. Et 20 matchs, c'est le nombre de victoires et le nombre de matchs joués. Ça veut dire qu'elles ont absolument tout raflé. On est à présent avec le président des Castors, Jacques Platiot. Alors Jacques, finalement, le seul match que vous aurez perdu cette saison, c'est face au Covid. Et quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? L'état d'esprit, c'était une énorme frustration, une énorme déception, parce que, comme vous l'avez dit, nous étions invaincus. Nous sommes invaincus cette saison. Nous avons battu d'ailleurs 2 fois Namur, de 13 points, de 19 points. Et nous n'avons pas la possibilité de défendre notre titre sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant toute la saison? Bien sûr, nous avons suivi strictement le protocole Covid. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun incident. Et puis, le hasard a voulu que, juste au début des playoffs, le Covid se manifeste dans l'équipe. J'ai donc rapidement réagi. Bien sûr, on a informé la fédération et le club de Namur. J'ai réagi, j'ai proposé des solutions alternatives, éventuellement de retarder de quelques jours le match décisif. Mais je n'ai pas eu de retour, je n'ai pas eu d'écho à ma proposition. Donc la fédération n'a pas trouvé de solution? En tout cas, le club de Namur et la fédération, effectivement, ne sont pas revenus sur les propositions. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, la fédération a proposé de ne pas décerner de titre. Et puis, sur base d'un règlement qui avait été rédigé en précipitation juste avant les playoffs, a décidé finalement d'attribuer le titre à Namur sur tapis vert, en fait. Merci beaucoup Jacques Platiot. Voilà, vous avez compris. Un titre donc pour Namur. Et vous, du côté des Castors, eh bien, elles sont hyper motivées pour aller chercher un vrai titre l'année prochaine. Et ce ne sera pas sur tapis vert, ce sera sur le terrain. Merci Christophe et merci à votre invité. Nous allons terminer ce journal en fanfare avec quelques coups de clairon. Cet instrument, avec cet instrument, un habitant d'Étimbourg rend hommage chaque soir au personnel soignant. C'était une tradition au début, lors du premier confinement, mais José ne s'est jamais arrêté. Cédric Rifflard, Gaëtan Huon et Sophie Mergen l'ont rencontré. C'est en haut des marches de la maison familiale, au fond de cette armoire, que José l'a trouvé, un peu par hasard. Voilà le bestiau aussi. C'est lui qui réveille
les instincts solidaires du quartier. Il est un peu cabossé comme moi et il me plaît bien. Comment est-il arrivé là? D'où vient-il? José n'en sait rien. Mais depuis 1 an, c'est devenu son fidèle compagnon. Il symbolise simplement un lien avec les gens. Je crois que c'est comme une ponctuation dans un texte, comme c'est pas une préposition qui va faire un lien avec le quartier, et puis ça fait bien du bruit. Même assez loin dans le village, on l'entend. Il y a des personnes qui me disent « Ah, on sait qu'il est 8 heures, José va souffler dans ce trompette ». Car tous les soirs, c'est le même rituel. À 20h moins 2 précisément, à l'arrière de la maison, José sonne un premier coup. Et c'est la première note qui conditionne le reste. Et ici, c'est bien parti? Moyen. Il faut bien l'avouer, quelques fausses notes s'échappent parfois. José est loin d'être pro, mais qu'importe. Après 1 an, ses voisins sont toujours fidèles au poste. À 7h57, on se lève, on met son manteau et on écoute. Et dès qu'on entend le clairon, paf, on est dehors et on arrive. C'est vraiment un rendez-vous qu'on ne voudrait pas manquer, quoi. C'est bien d'applaudir pour les soignants et ça permet de voir tout le monde. Et en plus, ça permet de prendre l'air plutôt que rester enfermé chez soi, quoi. Tous veulent montrer aux soignants qu'il y a encore des gens qui les soutiennent. Le principal, c'est de lutter contre une maladie invisible. Et nous, on est visible, qu'on reste visible. Un groupe d'irréductibles, unis par les sonorités imparfaites de cet objet du passé qui représente l'espoir d'un meilleur futur. Voilà qui referme ce journal de 13h. La météo de Caroline Dossogne à suivre et puis affaire conclue. Excellent après-midi à vous et rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À bientôt.